Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour, bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour, vous êtes le gouverneur de la Banque de France. C'est vous au fond qui tenez ce fameux robinet, taux d'intérêt, inflation. Et vous allez pouvoir nous dire ce matin comment va la France et surtout comment est-ce qu'elle va aller. Est-ce que l'inflation va se poursuivre? Est-ce que la croissance va se maintenir? Au fond, quand on lit les notes de la Banque de France que vous venez de publier, il y a un mot qui ressort, c'est celui d'incertitude. Une grande incertitude qui plane sur l'année prochaine. Est-ce qu'on va tenir? Alors, il y a cette grande incertitude depuis le choc de l'invasion russe en Ukraine en février dernier. Et on savait que ce choc, c'était une mauvaise nouvelle, évidemment pour l'Ukraine et pour l'Europe, mais aussi pour l'économie française. Ça voulait dire plus d'incertitude, ça voulait dire moins de croissance et ça voulait dire plus d'inflation. Pourquoi? Parce qu'une des conséquences économiques, c'est que ça a augmenté beaucoup la facture énergétique que nous payons aux fournisseurs de pétrole, de gaz, qui sont en dehors de la France. Donc c'est une taxe extérieure, si vous voulez, d'à peu près 50 milliards d'euros ou 2% du PIB qui a ses effets négatifs. Vous utilisez souvent taxe extérieure, on va y revenir dans un instant, parce que j'aimerais bien comprendre taxe vis-à-vis de qui. Mais d'abord, les conséquences pour nous, c'est-à-dire pour nous tous l'ensemble de l'économie française doit payer à l'extérieur, parce que ces fournisseurs de pétrole et de gaz, malheureusement, nous n'en avons pas en France et en Europe. Donc ils étaient en Russie, ils sont chez les autres fournisseurs. Maintenant, face à ce choc, l'économie française a plutôt mieux résisté qu'on pouvait le craindre jusqu'à présent. Au fond, le mot-clé de l'année 2022, c'est résilience. On devrait avoir une croissance de 2,6%, ce qui objectivement est pas si mal. Hein. Vous avez l'air plutôt satisfait. Oui, alors jusque-là, parce qu'on a aussi bénéficié de l'élan très fort de la reprise post-Covid. Alors maintenant, ça va ralentir. Hein. J'aurais tendance à dire qu'il y a 3 R, si vous voulez, pour décrire la séquence économique où on est. Résilience en 2022, ralentissement cette année qui va commencer, et puis reprise à partir de 2024. On a envie évidemment de se projeter plutôt dans le moment de la reprise, mais d'ici là, il y a le R de ralentissement. Ça veut dire quoi? Quand on écoute les artisans, les commerçants, quand on écoute les patrons d'entreprise, ils disent tous qu'ils craignent énormément janvier. Le mois de janvier qui sera notamment le moment où les nouveaux contrats d'électricité vont rentrer en ligne de compte, avec forcément des hausses très significatives. Et là, je ne parle pas forcément pour les particuliers, même si ça aura des conséquences pour les particuliers, mais d'abord pour les entreprises. On entend évidemment le cri notamment de détresse des boulangers, de tous les artisans. Est-ce que c'est le mois de janvier qui vous paraît le mois le plus douloureux? Alors, cette histoire des contrats, qui sont souvent à plusieurs années, ils se renouvellent progressivement. Hein. Il y en a qui ont commencé depuis septembre dernier et tout ne sera pas concentré sur le mois de janvier. Je crois qu'il est souhaitable d'amortir le choc. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs gouvernementaux, notamment pour les artisans que vous citiez, pour diminuer cette augmentation de la facture énergétique. C'est utile, ces outils. C'est-à-dire à la fois le bouclier tarifaire pour les particuliers. C'est utile comme un outil temporaire. On va en parler parce qu'il y a un gros choc, et un choc, il vaut mieux l'étaler sur 2-3 ans. Après, on verra ce que seront les prix de l'énergie au bout de ces 2-3 ans. Il faudra aussi que nous nous adaptions. Pour citer l'exemple des entreprises dont vous parliez, il faut progressivement qu'elles réduisent leur consommation d'énergie. Il faut aussi que les ménages le fassent. D'ailleurs, il semble que cette adaptation ait commencé, effectivement. Il y a environ 10% quand même d'électricité, un tout petit peu moins, qui est consommée en moins la même période il y a un an, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. C'est-à-dire que les Français font déjà un très gros effort. Alors les Français font un effort, effectivement. Je crois que collectivement, nous nous adaptons. Et puis parallèlement, on parlait tout à l'heure de cette énergie achetée à l'extérieur. Il faut que nous arrivions à produire de plus en plus d'énergie sur notre sol. Alors, ça a un autre avantage, c'est que c'est des énergies décarbonées. Donc, ça devrait être favorable pour la transition climatique. Ça veut dire le nucléaire, il faut que ça remarche mieux. Et ça veut dire les énergies renouvelables. Sauf qu'au moment où on se parle justement du côté du nucléaire, il y a eu une mauvaise nouvelle ce matin, puisque EDF, qui tablait sur 2 réacteurs qui allaient rouvrir d'ici Noël, annonce ce matin que ces 2 réacteurs ne rouvriront pas et que le PR de Flamanville va mettre 1 an de plus encore. Alors, vous avez ce chantier interminable. Vous avez raison, c'est une mauvaise nouvelle. Et moi, je souhaiterais, comme tout le monde, qu'on retrouve cette force du nucléaire. Je note juste qu'il y a pas mal de pays en Europe qui n'ont pas de nucléaire du tout. Donc nous, on aimerait avoir un nucléaire qui tourne à pleine capacité, mais c'est quand même un atout français dans la durée. J'ai justement envie de vous interroger sur ce qui se passe en Angleterre par contraste avec la France. Parce que vous dites, l'important c'est quand même qu'on continue à amortir le choc. Vous dites, ça n'aura qu'un temps, mais au moins pour l'instant, la facture d'électricité, elle a augmenté, mais pas autant
autant que chez nos voisins anglais, par exemple, qui eux n'ont pas utilisé les mêmes outils. Quand je dis le mot outil, c'est parce que précisément c'est vraiment ça que vous avez entre les mains, vous, que le gouvernement a entre les mains. Le gouvernement, c'est les outils des aides, vous, c'est le gouvernement, c'est les outils des taux d'intérêt. Quand vous regardez ce qui se passe en Angleterre, on a frôlé ça, on a frôlé cette catastrophe-là. Oui, alors d'abord une précision, cet amortissement temporaire du choc, je souligne le temporaire, c'est dans les mains du gouvernement. Ça n'est pas la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne. On va parler des taux d'intérêt tout à l'heure. Mais c'est vrai que d'autres pays ont plus tardé que la France à mettre en place ce fameux bouclier tarifaire, cet amortissement du choc. C'est d'ailleurs ça qui explique que l'inflation soit aujourd'hui en France significativement inférieure à la moyenne européenne. On est en France entre 6 et 7%, la moyenne européenne c'est 10%. Donc la France a une des inflations les plus faibles de la zone euro. Maintenant, on parle d'amortissement temporaire du choc, Apolline de Malherbe, on ne peut pas le faire disparaître. Voilà, malheureusement, je le disais, cette mauvaise nouvelle de l'invasion russe, qui est aussi un drame humain, diplomatique, militaire, c'est une mauvaise nouvelle économique et donc il faudra nous adapter. Alors, quand on cette adaptation, peut-être pour voir une nouvelle un peu moins négative, ça peut faciliter, si nous jouons bien, la transition climatique. De ce point de vue-là, la crise ukrainienne d'urgence rejoint l'impératif de long terme qui est celui de la transition écologique et climatique. Ça a donc accéléré en quelque sorte cette transition qui de toute façon était nécessaire. Absolument. On va revenir d'ailleurs sur l'industrialisation, la réindustrialisation peut-être de la France, plus verte qu'elle ne l'était. François Villeroy de Galhau, vous nous dites, vous qui êtes gouverneur de la Banque de France, qu'on va vers un ralentissement. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il pourrait y avoir récession ou est-ce que la France va échapper à la récession? La France devrait probablement échapper à la récession. Je ne peux pas complètement l'exclure parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement. Si récession il devait y avoir, elle serait en tout état de cause temporaire et limitée. Ce que je peux dire ce matin, c'est que la France et l'Europe devraient, sauf nouveau choc, accident, etc., mais la France et l'Europe devraient échapper à ce qu'on appellerait un atterrissage brutal, un affaissement, un écroulement de l'économie. Je vous parle de ralentissement, pas de crash, pas d'affaissement ou d'écroulement. Or, souvenez-vous, il y a 3 mois, il y avait beaucoup plus d'inquiétude que ça. Est-ce qu'on allait avoir un approvisionnement en gaz qui s'arrête, des coupures d'électricité massives, des usines qui stoppent? Nous ne voyons pas cela. C'est plutôt une économie qui se stabilise avant de reprendre sa croissance. L'Allemagne, en revanche, qui est... Alors, on a un gros sujet, c'est l'inflation. On va en parler. On va revenir sur l'inflation, mais quand même, si on est sur la récession, l'Allemagne, elle, qui dit qu'elle sera sans doute en récession en 2023, est-ce que ça ne va pas nous tirer vers le bas? Alors, si l'Allemagne est en récession, évidemment, ça aura des conséquences pour ses voisins. Pour l'instant, il prévoit une récession limitée. Ce que je note là aussi, c'est que quand on regarde devant, il y a ces incertitudes. Mais quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, l'économie allemande a fait plutôt mieux qu'on ne le craignait. Par exemple, l'été dernier, c'est les derniers chiffres constatés qu'on a. On s'attendait à une économie allemande plate ou même en récession. En fait, ils ont fait 0,4% de croissance. Donc, jusque-là, résilience. On a parlé de croissance et on va en venir à la question de l'inflation, qui est évidemment une question quotidienne pour les Français, la hausse des prix. C'est votre ennemi, l'inflation. Bien sûr, c'est notre ennemi à tous. C'est notre ennemi à tous. Et vous avez quelques outils, et notamment la question des taux d'intérêt. Mais si on reste sur l'inflation, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin qu'un jour, elle va s'arrêter et quand ? En tout cas, elle va diminuer. Là, je vais essayer d'être précis, Apolline de Malherbe. Aujourd'hui, l'inflation en France, c'est 6,2%. Alors, je dis tout de suite que l'inflation, c'est une moyenne de tous les prix que nous payons. Et ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, ils sont sensibles à certains prix qui augmentent plus. Le prix de l'essence ou les prix alimentaires, ça, c'est plutôt des hausses à 2 chiffres. En sens inverse, vous avez les loyers, les services que nous consommons beaucoup qui augmentent nettement moins. Donc 6,2%, c'est la moyenne aujourd'hui. C'est moins, on l'a dit, que la moyenne européenne, mais c'est beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et de notre part, ça vaut prévision, ça vaut presque engagement, parce que vous le disiez, à travers ce qu'on appelle la politique monétaire, les taux d'intérêt, nous pouvons piloter l'évolution de l'inflation dans les 2-3 années qui viennent. Il faut un peu de temps, simplement pour que cette arme des taux d'intérêt soit efficace. Nous prévoyons qu'à partir de ces 6,2%, on devrait connaître le sommet de l'inflation, probablement au premier trimestre de l'an prochain, d'ici quelques mois, autour de 7%. Et ensuite, l'inflation devrait diminuer régulièrement pour vous donner un certain nombre de points de passage. Alors c'est une prévision, mais je crois que ça donne bien cette descente en pente douce à laquelle nous nous attendons. On serait autour de 5,5% d'inflation au milieu de l'année prochaine, en juin. On serait autour de 4 ou un peu moins à la fin 2023. Et surtout, on reviendrait vers 2% à la fin 2024
Pourquoi je souligne ces 2%? Parce que c'est notre objectif, à nous, Banque Centrale Européenne, Banque de France, parce que d'une certaine façon, 2% d'inflation, c'est la bonne température de l'économie. C'est un peu l'équivalent des 37 degrés de la température du corps. Donc aujourd'hui, il y a une fièvre, il y a une maladie dans l'économie, il faut la soigner. Il faut la soigner, vous dites que vous allez la soigner, parce qu'en effet, vous avez le médicament en quelque sorte, et donc c'est très important d'entendre ce que vous dites, puisque vous dites, c'est pas seulement une prévision, c'est un engagement, nous ferons en sorte, nous montrons ou nous descendrons les taux d'intérêt pour atteindre ce fameux 2%. François Villeroy. Ça, je veux le redire très clairement ce matin. Nous ferons ce qu'il faut pour ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024, fin 2025 s'il y avait un accident sur l'énergie, mais fin 2024 aujourd'hui dans nos prévisions. Mais je voudrais que les Français comprennent bien. Quand vous dites l'inflation, les prix vont donc continuer à augmenter autour de 7% en janvier, dites-vous, et ensuite l'inflation va baisser. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ça veut dire qu'ils vont cesser d'augmenter à cette vitesse. Mais on ne peut pas imaginer que les prix rebaissent, qu'on retrouve des prix d'il y a un an. C'est là qu'on revient, si vous voulez bien, sur ce que je disais sur le fait que l'inflation, c'est une moyenne. Il y a certains prix qui peuvent baisser. Je prends l'exemple du prix du pétrole. Il était au plus haut en mars dernier, juste après l'invasion russe en Ukraine. Depuis, il a eu plutôt tendance à baisser. Et de temps en temps, on l'a vu sur le prix à la pompe. Mais nous raisonnons sur cette inflation moyenne avec des prix qui montent et qui baissent. Et ça correspond aux chiffres que je vous disais. Alors, l'un de vos outils, ce sont les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent, le coût de l'emprunt. Est-ce qu'il est encore intéressant d'emprunter aujourd'hui ? Est-ce que ceux qui nous écoutent, qui avaient peut-être des projets immobiliers pour certains, est-ce qu'ils doivent encore le faire ? Ou est-ce que vous leur dites... on freine. Je n'ai pas de conseils à dire à chacun sur ces projets. Pour ceux qui ont des projets immobiliers à réaliser, ils peuvent tout à fait le faire et ils peuvent continuer à emprunter. Alors peut-être un mot sur effectivement les coûts du crédit immobilier, parce que c'est ça le premier usage des taux d'intérêt pour la plupart des Français. On parlera peut-être de l'épargne aussi et du livret A. Mais les taux d'intérêt, c'est d'abord les coûts du crédit immobilier. Ils étaient exceptionnellement bas. Pourquoi ? Parce qu'on sort d'une période, on l'a peut-être un peu oublié. Mais il y a encore 2 ans, l'inflation était beaucoup trop faible. Alors dans ce cas-là, nous, Banque Centrale, nous utilisons l'arme des taux d'intérêt dans l'autre sens. C'est-à-dire pour faire monter un peu la température. Vous savez, quand on a, je reprends l'image du corps, quand on a 36 degrés ou 36 degrés 5, c'est pas un signe de bonne santé. Et là, il y avait des taux exceptionnellement bas. En moyenne, les taux du crédit immobilier hors assurance, c'était 1,1, 1,2%. On n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, on est remonté autour de 1,8. Donc c'est plus cher qu'avant. Mais il faut se rappeler qu'on a connu des tas d'années. Si je regarde la moyenne des 20 dernières années, le taux moyen du crédit immobilier, c'était supérieur à 3%. Donc vous voyez, on reste inférieur à la moyenne. De crash et que vous alliez faire en sorte, vous, mais les aides aussi du gouvernement, de lisser en quelque sorte les difficultés. Est-ce que là, vous ne redoutez pas une baisse nette de l'immobilier qui entraîne à nouveau une sorte de crash ? Alors, d'abord, je reviens sur lisser les difficultés. J'insiste toujours sur le fait que c'est temporaire. On ne peut pas vivre éternellement avec des subventions. Ce choc énergétique dont j'ai parlé, on peut l'amortir. On ne peut pas le faire disparaître. Pardon de le répéter, parce que sinon, on se trouve dans une économie complète. Il y a une illusion en France. Il y a en tout cas l'idée qu'on attend de l'État. Je crois qu'il ne faut pas attendre de l'État les solutions à tout. Nous ne pouvons pas faire disparaître, malheureusement, d'un coup de baguette magique, l'invasion russe en Ukraine, parce que ça serait une économie administrée et c'est très inefficace. Et puis par ailleurs, alors ça coûte extrêmement cher. Ça veut dire on se plaint d'avoir trop de dettes publiques, mais on en aurait de plus en plus. Et on transmet une facture, un sac à dos à nos enfants qui n'est pas supportable. Alors je reviens sur ce que vous disiez sur l'immobilier. Les prix de l'immobilier avaient beaucoup monté ces dernières années. Peut-être que les prix vont s'assagir un peu, et ça c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais la production de crédit immobilier nous paraît encore très significative. Pour vous citer un exemple, cette année, quand je regarde la production de crédit immobilier sur l'ensemble de l'année, ça sera à l'exception de l'année 2021 qui était absolument exceptionnelle parce que les Français, logiquement, se sont précipités sur les taux très bas à l'époque. Mais à l'exception de l'année 2021, ça sera la plus forte année de production de crédit immobilier de notre histoire. D'ailleurs, quand on se compare aux pays européens, parce qu'ils ont les mêmes conditions de taux d'intérêt, un peu les mêmes conditions économiques, on peut dire aujourd'hui que le crédit immobilier en France, c'est le plus abondant, le moins cher,
et le plus sûr d'Europe. Et ça, je crois que c'est trois qualités. Le plus sûr, notamment parce qu'il est à taux fixe. Exactement. Et qu'on ne risque pas, du coup, des crises vous avez raison des subprimes aux États-Unis. Absolument. Vous avez raison de souligner ce point dont on parle peut-être pas assez souvent. D'ailleurs, nous, Français, nous voyons nos faiblesses, nos difficultés. Ça, on est les premiers à nous critiquer nous-mêmes. Mais quand on a des atouts, et l'histoire du taux fixe est un atout, ça veut dire quoi? Que 97%, donc la quasi-totalité de ceux qui ont emprunté à taux fixe et ne sont pas touchés par cette remontée des taux. Si on était en Espagne ou en Angleterre et que nous avions cette conversation, malheureusement, on devrait dire que beaucoup des emprunteurs existants voient leur mensualité monter actuellement. Ce n'est pas le cas en France, heureusement. François Villeroy-de-Galhau, vous évoquiez à l'instant la question de l'épargne et du livret A. Dans le même temps, il est beaucoup plus intéressant désormais qu'il n'était encore il y a peu de temps de garder de l'épargne, d'épargner. Le livret A pourrait-il être plus rentable ? Alors, le livret A déjà vu son taux augmenter significativement. Parce qu'au début de cette année, encore en janvier dernier, on était à 0,5%. Depuis août, on est à 2%. Alors, le prochain rendez-vous, il est début février. Nous ferons le calcul au mois de janvier. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui décidera. Mais je peux dire ce matin qu'il y aura une nouvelle hausse du livret A au 1er février. Elle devrait être sensible. Et ce qui est important, elle devrait être encore plus forte pour un autre produit encore plus intéressant dont on ne parle pas toujours, qui est le livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire, il est rémunéré aujourd'hui à 4,6%. Et son taux devrait augmenter encore plus au 1er février. Il est accessible à 15 millions de Français, ceux qui ont des revenus modestes ou qui sont faiblement imposés. Et je vais peut-être vous surprendre, il y a des millions et des millions de Français qui auraient droit à ce livret d'épargne populaire et qui n'en ouvrent pas. Donc je le dis ce matin, c'est un produit extrêmement intéressant. C'est le produit le plus intéressant pour les épargnants, ceux qui ont des petites économies aujourd'hui. Intéressant aujourd'hui et encore plus intéressant demain si Absolument. Je comprends ce que vous nous dites, puisque vous nous annoncez donc ce matin que le livret A et le livret d'épargne populaire ont des rendements qui vont donc augmenter au 1er février significativement. Les salaires, surtout pour le livret d'épargne populaire. Les salaires, François Villeroy-de-Galhau, certains politiques, notamment à la France Insoumise, disent mais pourquoi est-ce qu'on ne réindexe pas les salaires sur l'inflation pour ne pas perdre de pouvoir d'achat? C'est évidemment la différence entre l'inflation et les salaires qui crée cette disparité et cette perte de pouvoir d'achat. Et pourquoi pas? Alors, il y a en France un salaire qui est indexé sur l'inflation, c'est le SMIC. Pour ceux qui gagnent le moins. Et ça, je crois que c'est un élément de justice sociale qui est bienvenu. Ça n'existe pas forcément dans d'autres pays. Au passage, le SMIC a augmenté plusieurs fois ces derniers mois. Il va encore augmenter de 1,8% au 1er janvier. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas une indexation généralisée ? Parce que ça déclenche une autre maladie de l'économie, ce qu'on appelle la spirale prix-salaire. C'est-à-dire, les prix montent, on fait monter les salaires. Du coup, les coûts de revient des entreprises augmentent, les prix montent encore, les salaires. Et ça, on ne s'en sort pas. C'est une spirale inflationniste qui fait que la maladie de l'inflation dure. Le FMI dit que la situation aujourd'hui n'est pas la même que dans les années 80, moment où en effet on a mis fin, notamment en France, à cette indexation. Le FMI dit on n'est pas sûr que ça entraîne une telle... Je n'ai pas lu que le FMI recommande... J'imagine que vous lisez plus attentivement le FMI que moi. Non, mais c'est une littérature... Non, il ne recommande pas, mais il ne craint pas cette spirale, comme vous dites. Oui, alors ça, c'est deux choses différentes. C'est qu'il constate aujourd'hui qu'il n'y a pas cette spirale. C'est-à-dire qu'en dehors du SMIC, il y a des salaires aujourd'hui qui augmentent significativement et plus qu'avant, et c'est juste. Mais si on les indexait, on déclenche cette spirale. Alors après, il y a la question du pouvoir d'achat que vous évoquez. Le pouvoir d'achat, c'est les salaires, mais c'est aussi ce fameux bouclier tarifaire ménage, ces mesures d'aide publique pour amortir le choc, qui contribuent à ce que le pouvoir d'achat, il va reculer un petit peu cette année et en 2023. Mais il va reculer nettement moins que les gains qu'on avait enregistrés dans la période précédente. Alors, je sais que c'est difficile de regarder des chiffres moyennes parce que chacun voit sa situation individuelle. Mais le pouvoir d'achat, en moyenne, il avait augmenté par exemple de 2% en 2021. Il avait augmenté avant de baisser. Et la baisse de 2022 et 2023, dans nos prévisions, sera nettement inférieure à la hausse de 2021. Donc, ça veut dire que si on regarde, si on dézoome, on a quand même globalement plutôt gagné en réalité en pouvoir d'achat sur les dernières années. Absolument, et le pouvoir d'achat reste supérieur à la période pré-Covid et sa croissance devrait reprendre. Vous vous souvenez, le troisième R reprise en 2024, sa croissance devrait reprendre à ce moment-là. Alors bien sûr, je tiens à le dire, le pouvoir d'achat c'est une moyenne, ce que je viens de dire. Ça couvre des situations individuelles qui peuvent être assez différentes et peut-être certains de ceux et celles qui nous regardent ne s'y retrouvent pas. Mais il y en a en sens inverse
qui ont eu plus. Voilà, la moyenne dit quelque chose. Un dernier mot, François Villeroy de Galhau. Vous parliez de l'emprunt, des taux d'intérêt. Il y a les particuliers, il y a les Français, il y a les entreprises, et puis il y a l'État. L'État qui a en effet beaucoup emprunté, qui a préféré emprunter souvent qu'augmenter les impôts. Mais ça veut dire aussi que la dette française, elle a considérablement augmenté. Est-ce que ça, c'est pas un très gros risque qui plane sur les années qui viennent? Si, je crois que cette solution-là ne peut pas durer. Et elle est le réflexe, il faut que nous soyons honnêtes, collectivement, elle est le réflexe de nos contradictions. C'est-à-dire que nous, Français, nous aimons bien les solutions publiques. Nous attendons presque toujours la solution de l'État. Ça veut dire des dépenses supplémentaires. Regardez ce qu'on disait sur ces aides publiques pour amortir le choc. Donc nous aimons les dépenses, mais nous n'aimons pas l'impôt. Bon, c'est assez compréhensible. Mais quand on veut faire plus de dépenses sans augmenter les impôts, ou même quand on veut parfois baisser les impôts, la différence entre les deux, c'est le déficit et la dette. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à changer ça. Vous savez, Louis XIV passe pour avoir dit « l'État, c'est moi ». Je ne sais pas s'il l'a dit, mais d'une certaine façon, l'État, c'est nous tous. C'est cette contradiction. Une des solutions, me semble-t-il, à la contradiction, c'est d'essayer de regarder à l'intérieur de ces fameuses dépenses de l'État, celles dont on a absolument besoin, qui préparent l'avenir, la transition climatique, l'éducation des jeunes, l'apprentissage, la recherche. Ça, évidemment, il faut mettre de l'argent. Et puis, il y a des dépenses de fonctionnement courant sur lesquelles on peut gagner en efficacité. Ayons ce débat-là aussi, collectivement. Ça, je crois que c'est un ingrédient de la confiance. Et moi, je crois dans les atouts de la France. Mais ayons un peu plus confiance en nous-mêmes. On va essayer de garder le troisième R de la reprise. François Villeroy de Galhau, merci d'être venu préciser tout cela ce matin. Vous qui êtes gouverneur de la Banque de France, et vous nous le redites ce matin, la France devrait échapper à la récession. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.